Paris est devenu une ville étrange. Les conditions climatiques se sont appauvries et le soleil est devenu une denrée rare. Depuis l'apparition de cette épidémie, la pneumonie atypique, qui a ravagé une bonne partie du territoire et dont le nombre de décès aujourd'hui est inestimable, les gens ne sortent plus, ou peu. Les rares personnes qui s'aventurent hors de chez elles sont des inconscients ou des voleurs. Comme ils le disent si bien dans les journaux télévisés, c'est une période de disette et de pénurie. Les produits de consommation quotidien, ainsi que la nourriture, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'alimentation en général, sont réservés aux riches ou aux bourgeois, cette classe sociale dont je fais partie. À ceux qui ont pu prévoir et qui restent cloîtrés chez eux, en attendant qu'un remède miracle endigue cette saloperie de virus qui contamine la terre entière. J'ai peur. Mon existence est devenue insupportable. Tous les jours, j'imagine qu'un escadron ou un kamikaze. Tous les jours, j'imagine qu'un escadron ou un kamikaze. Le nom qu'ils donnent à ces pauvres gens qui n'ont plus le choix, qui sacrifient leur vie pour aller chercher de la nourriture, pour la voler plus précisément, pour survivre. Le tout dans des lotissements friqués, comme ils disent. Parviennent à s'introduire chez moi. J'ai peur que cette détermination atteigne mon antre. Ce que j'ai de plus cher, ma vie. Car aujourd'hui je suis seul. Je n'ai plus personne sur qui me reposer. Pour des raisons pratiques, bien avant que la psychose éclate dans tout le pays, ma femme, qui je l'espère le deviendra, a préféré se réfugier chez ses parents, loin de la ville, qui selon ses propres termes, la rendait nerveuse, insomniaque et la terrorisait. J'ai beaucoup de mal à me faire à cette idée. Mais je sais qu'elle a bien fait, et que c'était la meilleure solution. Le moindre bruit suspect l'a plongée dans une crise de larmes qui n'en finissait plus. C'est aussi pour cela que ces derniers temps, la solitude aidant, une angoisse insurmontable me tétanise. J'ai peur. Peur que l'un de ces suicidaires, désespérés et prêt à tout, réussisse à s'infiltrer dans ma résidence. Qu'il crochette mon digicode. Puis la porte d'entrée. Qu'il emprunte les escaliers de secours. Et pour des raisons qui me sont complètement obscures, qu'il investisse mon étage. Et comme attiré par une force magnétique qui le rend incontrôlable, qu'il s'immobilise devant ma porte d'entrée. Par je ne sais quel moyen, qu'il fasse glisser la serrure et s'introduise dans mon appartement. Qu'il s'imprègne des lieux, visualise les différentes pièces, et discrètement, comme aucun bruit ne semble suspecter une présence autre que la sienne, qu'il commence à fouiller méticuleusement les moindres recoins de son nouveau repère. Vint brutalement l'interrompre dans ses recherches. Un bruit sourd retentit violemment. J'imagine alors qu'il bouscule un meuble ou renverse un quelconque objet. Prestement, mon regard se détourne de l'ordinateur et se porte instantanément sur le petit couloir qui mène au salon. Le souffle court. Je laisse passer quelques secondes et envisage le pire. De son côté, le miaulement et le bruit l'ont averti qu'une présence autre qu'animale était possible. Son regard inspecte rapidement les lieux. Il décide de se réfugier. C'est un bien grand mot. Dans l'endroit qui lui semble le plus approprié et stratégique afin de maîtriser la situation. Si jamais, comme il est en train de le penser, une personne autre que lui se trouve également dans cet appartement. Il se poste donc dans le couloir de l'entrée, ce qui lui permet de superviser, d'entendre, d'attendre, de voir et le cas échéant,
de pouvoir asséner la première frappe contre cet éventuel agresseur, un intrus, ou comme c'est précisément le cas, le propriétaire des lieux, c'est-à-dire moi-même. Pour ma part, je ne sais pas dans quel monde je me trouve. Je suis sous le choc et je me demande, je ne sais pas dans quel monde je me trouve. À force de raconter des histoires, de me raconter des histoires, je suis sous le choc. Peut-être que le monde que j'invente est devenu tellement présent. Je suis sous le choc et je me demande si tout ceci n'est pas lié à mon travail et à mon imagination fertile qui souvent me dépasse. De me raconter des histoires. Peut-être que le monde que j'invente est devenu tellement présent qu'il prend le pas sur la réalité, la vraie. Je n'arrive pas à faire la distinction. Je n'y arrive plus. Par précaution, par souci de réalisme, tiraillé par un doute indescriptible et surtout afin de savoir si ma santé mentale ne me joue pas des tours, je retire délicatement le casque de Walkman installé sur mes oreilles, qui me tenait lieu d'abri. Du moins c'est ce que j'ai toujours pensé, et je commence à m'extirper le plus doucement possible de ma chaise. Je me lève, je tremble. Une peur incommensurable a pris le contrôle de mes émotions et s'est emparée de tout mon corps. J'avance péniblement. Comme si je me trouvais dans un lieu inconnu, mon regard fouille scrupuleusement le moindre centimètre carré, la moindre parcelle de mur, de porte, de matière. C'est comme si je recherchais un indice pouvant m'aiguiller sur le bruit que je viens d'entendre, ou que je crois avoir entendu. Je viens de franchir la moitié du couloir. Je ne remarque rien, si ce n'est ce silence, à la fois étrange et déstabilisant. Pourtant, plus j'avance et plus je me sens bien, comme apaisé. J'ai le sentiment qu'à chaque pas de fait, je me retrouve un peu plus. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Ce n'est peut-être qu'une impression. J'essaie de me rassurer, car moi aussi, de l'endroit où je me trouve, à cet instant précis, je suis encore maître de la situation. Mon angle de vue me permet d'anticiper, de superviser, de parer, de répondre. Il me reste 1 mètre à faire. 1 mètre entre cette cloison et moi. Cette cloison que je connais par cœur, qui à mes yeux n'a jamais rien représenté, si ce n'est une séparation architecturale permettant de préserver un espace de vie commune. Et s'il se trouvait derrière cette colonne de plâtre, cette putain de colonne de plâtre? J'ai jamais demandé à avoir de colonne de plâtre chez moi, je m'en fous. Peut-être qu'il est derrière et qu'il attend. Peut-être qu'il est prêt à bondir. Peut-être qu'il a un couteau ou un pistolet. Merde, mon pistolet, qu'est-ce que j'ai fait de mon pistolet? J'ai toujours eu un pistolet, mais où? Béatrice l'a rangé, elle a toujours eu peur des armes, elle l'a pas rangé, elle l'a caché. Où est-ce qu'elle a pu foutre mon flingue? Merde! Ok, il est dans le salon, mais où? Elle m'avait dit dans un tiroir, mais quel tiroir? Je m'en fous, j'y vais, je cours. Je veux pas savoir ce qu'il y a derrière cette cloison, je m'en fous. J'ai besoin de mon pistolet, il est dans un tiroir. Faut que je cours très vite. S'il est derrière, faut pas qu'il ait le temps de m'attraper. Merde, le chat. Dégage! Dégage! Trop tard. Je crois que je n'ai jamais hurlé aussi fort de ma vie. Je ne dis pas que c'était ma chance parce qu'il m'a attrapé juste après. Mais au moins cela m'a permis de me rendre dans le salon. Je ne m'étais pas trompé, la bagarre fut rude. L'énergie du désespoir et la peur de mourir. Je ne m'étais pas trompé, la bagarre couteau. L'énergie du désespoir et la peur de mourir m'ont maintenu en vie quelques minutes de plus. Je ne m'étais pas trompé, la bagarre fut rude. L'énergie du désespoir et la peur de mourir. Je ne m'étais pas trompé, la un couteau. Je ne m'étais pas trompé, là, un couteau. La bagarre fut rude. L'énergie du désespoir et la peur de mourir m'ont maintenu en vie quelques minutes de plus. Mais j'avais en face de moi quelqu'un de bien plus avisé, quelqu'un qui n'avait rien à perdre. Moi non plus, vous me direz, mais je crois qu'avec un couteau, on vit un peu plus longtemps. C'est peut-être à vérifier. Mais en tout cas, c'est ce qu'il m'a semblé. Après m'avoir terrassé, il était dans un état second. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais instinctivement, dans les minutes qui ont suivi, il a couru dans la chambre et a débarrassé la penderie de toutes ses affaires. Son regard était diffus, et il semblait livré à lui-même. Quand tout d'un coup, son visage se figea, et ses yeux, comme hypnotisés, s'enracinaient dans l'écran de l'ordinateur toujours en marche. Il semblait happé, comme si une force invisible l'attirait. Toujours dans un état second, il se rapprocha doucement de l'ordinateur et lut ce qu'il y avait d'inscrit sur l'écran.
Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait mourir avec moi. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait mourir avec moi.